Bonjour à toutes et tous, c'est parti pour l'axe 2 du thème 2 de spécialité, le défi de la construction de la paix. Lors de la cérémonie annuelle de la Cloche de la Paix au siège de l'ONU, 3 jours après les attentats du 11 septembre 2001, Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, déclare « Cette année, la paix est un rêve suspendu ». Il montre ainsi que la construction de la paix est un réel défi. À quel moment arrêter une guerre? Comment se réconcilier avec un ennemi? Le processus de construction de la paix est long et complexe. À l'époque moderne, les États privilégient un système d'équilibre des puissances, défini lors des traités de paix de Westphalie. Au XXe siècle, la violence des guerres mondiales donne naissance à une autre vision de la paix, fondée sur la sécurité collective. Par quelle voie construit-on la paix dans le monde? Grand 1. Faire la paix par l'équilibre des puissances. A. La guerre de 30 ans, une guerre brutale à l'origine d'un nouvel ordre westphalien, 1618-1648. La guerre de 30 ans, nommée en Allemagne jusqu'en 1914 la Grande Guerre, est considérée comme une catastrophe européenne et allemande. Les batailles sont centrées sur le Saint-Empire, mais les belligérants sont européens. Elle oppose deux alliances. L'Autriche et l'Espagne, aux mains de la dynastie des Habsbourg, dominent de larges territoires en Europe et représentent les forces catholiques. De l'autre, les principautés du Saint-Empire, divisées et instables, mais aussi le Danemark et la Suède, qui sont protestants. La France, pourtant catholique, se place à partir de 1635 aux côtés des puissances protestantes en déclarant la guerre à l'Espagne. Si en France Louis XIII et son principal ministre Richelieu combattent les protestants, ils veulent surtout lutter contre la famille des Habsbourg qui dirige les pays frontaliers. Le point de départ est bien de nature religieuse. Quant à Prague, en 1618, les représentants catholiques de l'empereur Matthias Ier sont défenestrés par les représentants des États de Bohême protestants. En fait, la guerre est liée à une imbrication du politique et du confessionnel. En effet, la liberté religieuse est concédée aux États, mais pas aux individus, depuis la paix d'Augsbourg de 1555. Les Habsbourg imposent ainsi un représentant catholique à une population en grande partie protestante. Le conflit religieux dégénère en guerre civile, qui enflamme l'ensemble du Saint-Empire, mais aussi l'Europe. La guerre de 30 ans est surnommée la guerre civile européenne. En effet, ce conflit rencontre un autre conflit qui oppose les Provinces-Unies révoltées à l'Espagne depuis 1568. Les deux alliances se forment. La guerre est violente et ravage des provinces entières. Elle mêle des conflits locaux, nationaux et internationaux. Le pape, inquiet de voir à partir de 1635 les deux grandes nations catholiques s'affronter avec l'Espagne de la maison Habsbourg et la France de Louis XIII, pousse aux négociations. Elles déboucheront sur les traités de Westphalie de 1648, dont les conséquences s'analysent à plusieurs échelles temporelles. B. Les traités de Westphalie, des négociations longues et complexes pour construire la paix dans une Europe en guerre. La paix est négociée à partir de 1643, alors que les armées continuent de se battre. Les belligérants se réunissent séparément car ils refusent de négocier ensemble. Les représentants protestants se réunissent à Osnabrück, alors que les catholiques, dont la France, se réunissent à Münster, ville de Westphalie distante de plus de 40 km. Pendant 5 ans, les négociations doivent répondre à plusieurs enjeux religieux. Quel droit accorder aux protestants? Politique? Quel rapport de force établir entre l'empereur et les princes? Et géopolitique? Quelle place pour les grandes puissances? La réunion des représentants a donné naissance au premier congrès de paix européen. Les échanges sont lents et difficiles, mais ces deux négociations contribuent à développer l'administration et la représentation diplomatique. C'est Abel Servien, un diplomate envoyé par Richelieu, qui négocie pour la France. À Münster, tout se passe par écrit, en recourant à des médiateurs et en français. À Osnabrück, la négociation est directe et orale. Les ambassadeurs s'engagent dans des débats juridiques, inventent des procédures écrites et entretiennent une très intense correspondance avec leur souverain. Ce ballet diplomatique se tient en dehors de tout contrôle d'une puissance hégémonique. La guerre se poursuit et s'accompagne d'intrigues, d'espionnage et de fausses nouvelles. La paix de Münster, signée en janvier 1648, règle le conflit qui oppose depuis 80 ans l'Espagne aux Provinces-Unies. L'Espagne reconnaît l'indépendance des Provinces-Unies. Le traité de Münster est signé le 24 octobre 1648 entre le Saint-Empire, la France et ses alliés. Le traité d'Osnabrück est lui signé le même jour entre le Saint-Empire et la Suède. Regroupés sous l'appellation de paix de Westphalie, ces traités mettent un terme aux guerres de religion en reconnaissant une forme de mixité religieuse. Catholiques, luthériens et calvinistes ont les mêmes droits, et un sujet peut être d'une autre religion que son souverain. Les traités marquent le recul des Habsbourg d'Autriche et d'Espagne. La France et la Suède obtiennent des satisfactions territoriales, la Suisse et les Provinces-Unies leur indépendance. Le Saint-Empire demeure un espace politique émietté.
L'empereur ne peut agir sans l'accord de la Diète, où sont représentés les princes allemands et les villes impériales. La reconnaissance d'États autonomes, confortée par le développement des consciences nationales, s'impose au détriment de l'idée d'empire. Les princes peuvent avoir leur propre politique étrangère, une armée et se battre à la condition de ne pas attaquer l'empereur. C'est l'affirmation du concept d'État-nation qui voit le jour comme un acteur du droit international, un État-nation souverain. Tous les États sont mis sur un pied d'égalité sur la scène internationale. La fonction d'empereur devient symbolique, le Saint-Empire disparaîtra en 1806 dans le cadre des conquêtes napoléoniennes. Grand C, le système westphalien, un nouvel ordre géopolitique. Ces traités marquent un tournant décisif dans l'histoire diplomatique européenne et mondiale avec la tenue du premier congrès de paix. Ils posent les règles de la diplomatie et du droit international. Les principes de ces traités permettent à l'ordre westphalien de s'appliquer jusqu'au XXe siècle. Ce nouvel ordre rejette l'idée d'un contrôle hégémonique exercé par un pouvoir temporel ou spirituel. C'est l'équilibre des puissances qui est la règle. L'ordre juridique westphalien tente de garantir l'équilibre des puissances avec l'affirmation d'un État moderne souverain protégé par la non-ingérence. Il s'agit en réalité de construire une paix internationale et de permettre à chaque État de recourir à la guerre pour défendre ses droits et son indépendance. Héritier des traités de Westphalie, le droit international se fonde pendant 3 siècles sur le principe de la coopération d'État à État pour tenter de stabiliser la scène mondiale. Dans cette nouvelle organisation, les États distinguent la guerre, marquée par une déclaration, et qui se termine par un traité de paix dans le but de régler les litiges. Les guerres de la Révolution et de l'Empire bouleversent cet ordre westphalien, mais il sera remis en place par les puissances européennes lors du Congrès de Vienne en 1814 et 1815. Construire la paix est un acte politique qui doit relever plusieurs défis. Trouver un accord acceptable par plusieurs parties, ce qui suppose une négociation préalable dont le traité est l'aboutissement. Définir les garanties pour cet accord afin d'éviter tout retour à la violence. Construire la paix, c'est donc établir de nouvelles relations entre les États. Cette première partie est terminée. Je vous remercie et vous retrouve prochainement pour parler de la sécurité collective et de l'ONU. Created using Powtoon.